Merci beaucoup. Pour rebondir par rapport à ce que vous dites, moi je me rappelle souvent cette phrase de Gary Winogrand qui disait « Je photographie le monde pour voir à quoi il ressemble ». C'était une phrase qu'il avait plaisir à énoncer. D'ailleurs, par rapport à ce que vous dites, la première photographie au monde était d'ailleurs une photographie de paysage, du Gras 1824. Une autre chose, effectivement, c'est la citation que vous faites de Talbot est très émouvante, adressée à Herschel, parce qu'Herschel est aussi le chimiste qui a inventé la capacité à l'image à se fixer, puisque jusqu'à présent, avant Herschel, l'incapacité des images disparaissaient, était vouée condamnée à l'effacement, était le premier à permettre de se fixer là. Effectivement, pour rebondir, par rapport à ce que vous dites, cette question d'indétermination me semble essentielle par rapport à la question de la photographie de paysage et la photographie des sculpteurs, qui est peut-être une catégorie en soi, une chose qui m'intéresse particulièrement. Pour rebondir par rapport au travail de François Desroses, effectivement, ces photographies, ce sont des notes, des captations de signes dans lesquels, comme vous avez pu le voir sur la projection, il y a un phénomène de rebond entre ce travail plastique de sculpteur, tout à coup des signes qui entrent en résonance avec ce travail plastique capté comme ça au sein du réel. On pense à ces amoncellements de bouteilles, on pense à ces amoncellements d'objets utilitaires destinés à faire la cuisine, on pense à ces accumulations de papier, enfin toute une série de notes qui sont prises, qui tout à coup forment un ensemble, un corpus iconographique qui va pouvoir être réactivé, soit pour trouver une cristallisation sous forme d'une pièce tridimensionnelle, soit pour être agencé au sein d'un ensemble d'images plus vaste, soit pour être élevé au rang d'œuvre par le principe de désignation que seul l'artiste peut faire par rapport à son travail, soit être une sorte d'objet latent qui va attendre le moment venu où tout à coup il va prendre une forme particulière, être réifié dans une autre destination. Et ce que je trouve intéressant dans cette façon dont François Desroses produit ces images, que je mettrai aussi en relation avec d'autres sculpteurs comme Roscoe ou Michel François par exemple, c'est la façon dont est géré justement le hors-champ et le principe de métonymie. C'est-à-dire que, et ça c'est peut-être une différence par rapport à certaines images que vous avez vues de Chine qui à mon avis semblent amorcer un virage un peu différent dans le travail de François Desroses. C'est la façon dont, comment à travers l'observation de détails et la focalisation sur ces détails, une succession de signes périphériques rentrent et nous indiquent où nous sommes et font monter dans l'image une charge documentaire qui me semble essentielle et donne paradoxalement une place immense à cette question du hors-champ, et qui est une sorte d'entrée du paysage par une petite porte et qui, comme sur un principe de métonymie, lui donne une force extraordinairement importante. Je ne sais pas, François, comment tu lis ou comment tu perçois ce travail photographique ou ces respirations photographiques et comment cette question du paysage rentre ou pas en résonance à travers cette relation formelle sur les signes. Bon, en tout cas, je n'ai pas une démarche de... C'est vrai que je ne travaille pas par rapport à une histoire de la photographie. C'est-à-dire que la photographie, elle s'est imposée parce qu'il y avait un manque, quelque part, peut-être aussi c'est un outil qui, étant donné que je me déplace, au départ, disons que j'ai montré beaucoup d'installations avec des matériaux assez divers, parce qu'en fait, au départ, je suis plutôt vraiment entré dans la sculpture. Et vous avez vu qu'il y avait beaucoup de points de fuite dans mes installations. Il y a beaucoup de l'histoire du cadrage, tout ça. Donc ça, parce que le travail qu'on a vu là, en fait, c'est graines comme ça sur presque 17-18 ans, je sais pas, à peu près. Donc il faut bien voir que c'est voilà, j'ai pris des choses qui sont quand même à distance, quoi, qui s'égrènent sur le grand nombre d'années. Et donc pour revenir à ça a commencé en fait dans l'atelier, quoi, en fait, toutes ces productions qui sont faites maison, quoi, parce qu'en fait j'ai toujours travaillé énormément avec mes mains,
en transformant la matière, en élaborant des processus. Et à un moment donné, de par aussi mon façon de vivre, c'est-à-dire en habitant en Afrique du Nord, après en habitant dans multiples cultures de longue période, comme ça, et par le monde, l'outil photographique, de toute façon, il est, à partir du moment où vous vous déplacez, prenez le train, l'avion, déplacez au travers de nombreux territoires, c'est vrai que c'est attrayant, quoi. C'est quelque chose qui permet d'attraper des morceaux de matière à droite et à gauche. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce rapport, quelque part, bizarrement, en travaillant avec l'image. Je dirais qu'au fond de moi, il y a toujours la matière qui est là. Je sais pas pourquoi. Et donc c'est pour ça que le rapport à la photographie, le rapport cheval à la photographie, il est un peu spécial, parce qu'en fait, il y a quand même une déception quelque part à chaque fois, en ce qui me concerne. Donc c'est sur ça aussi que je travaille. Mais une déception qui est liée au médium photographique, mais peut-être aussi que ça va plus loin que ça. Peut-être qu'il y a une part de mélancolie, juste. Il y a un rapport au monde. Voilà. Parce que je pense que Jean-Christophe parle beaucoup mieux que moi de ce genre de choses. La mélancolie. Oui. Mais non, on parlait d'inframince. Je voulais peut-être interroger cette question déceptive. Parce que bon, je dis, comme écrivain, la photo me fait envie. C'est-à-dire, je suis pas inapte au point de ne pas savoir prendre une photographie, mais par exemple, si je travaille à regarder, je regarde avec... je ne peux pas me servir d'un appareil photo, parce que c'est spécifique. Donc je ne photographie pas. Mais en même temps, évidemment, je suis très envieux. J'ai toujours l'impression que la photographie, justement parce qu'elle est pour moi soudée à cette notion de notation, elle va avoir quelque chose que l'écriture n'aura pas. Et il me semble que dans l'écriture, souvent, quand je prends des notes, très souvent, l'intuition de ce que je veux dire dans la note est beaucoup plus forte que tout ce que je pourrais obtenir en travaillant pendant des semaines après. Il y a quelque chose qui est toujours perdu. Par rapport à la photographie, ce serait ce qui perdrait ça moins vite. Mais pour essayer de comprendre la nature déceptive de la photographie et peut-être de toute image, mon avis, étrangement, c'est auprès de ce qui la constitue, l'image, qu'on va trouver aussi ce qui peut faire sa limite. Et sa limite au sens presque physique, c'est-à-dire qu'une photo, un film, c'est toujours un cadrage. Alors on a inventé, et c'est très intéressant plastiquement pour la pensée, la notion de hors-champ, mais le hors-champ il n'est pas dans le champ, justement. Et même si le champ présente continuellement la virtualité du hors-champ, en même temps, chaque image est comme un copeau coupé du reste. Et c'est en tant que telle qu'elle devient image, mais c'est aussi en tant que telle aussi qu'elle laisse tomber, tout le reste. Et ce qu'on pourrait essayer de creuser, et ce que nous permettent d'ailleurs de creuser les travaux qu'on voit qui sont très intéressants en photographie, en vidéo, même parfois aussi en peinture, et parfois aussi, je dirais, en écriture. Pour moi, il n'y a pas du tout de limitation à cela. Ça serait d'imaginer, et ça c'est presque inimaginable, dans tous les sens d'ailleurs, c'est inimageable, même ce que pourrait être justement une image non cadrée, une image sans cadre. Hein, puisque dans le paysage, devant le paysage, nous autres occidentaux, mais je pense aussi, quand on regarde attentivement au fond la peinture d'Extrême-Orient, c'est peut-être moins violent, mais c'est quand même assez violemment quelqu'un qui est devant quelque chose. Après, c'est moins bordé, moins cadré, beaucoup moins cadré, et il y a toute une tradition du non-cadre dans la peinture d'Extrême-Orient. Mais donc c'est très présent. Mais malgré tout, ça finit toujours par être une image, un rouleau, je ne sais pas quoi, ça finit toujours par avoir des bords. Or, lorsqu'on est devant, avec l'appareil photo, le crayon, le feutre, le calame, tout ce qu'on veut, on est devant quelque chose qui est simultanément derrière nous. C'est-à-dire qu'on est dans le paysage.
Et on peut avoir la possibilité de capter aussi le son, la bande son qui est toujours tellement extraordinairement puissante dans le paysage. Eh bien, malgré ça, là aussi, on aura... la bande son est presque un moyen d'ailleurs de diluer le cadre aussi, d'une certaine façon au cinéma. Mais, eh bien, il y a toujours ce destin, cette fatalité. Et c'est par là que ça se passe, c'est par là que ça se passe, c'est par là que ça vient comme image, mais en même temps, c'est vrai que si on pouvait rejoindre et donner consistance à cette idée d'une image qui n'aurait pas de bord, qui n'aurait plus de bord, peut-être qu'on toucherait alors à quelque chose qui serait presque, même plus une allégorie, mais une image de la pensée, je crois. Parce que la pensée elle-même, elle n'a pas de bord. Hein, mais pour fonctionner, elle a besoin de poser des jalons qui sont toujours des choses extraordinairement limitées. Et effectivement, je crois que c'est quelque chose ce paysage virtuel, cette pensée du paysage et du monde globalisé qui peut apparaître à travers la succession des travaux de nature différents dans le travail de François Desraux, notamment dans l'alternance entre image fixe et photo mobile, pour reprendre le terme que vous avez utilisé, me semble tout à fait intéressant. Ce que je voudrais noter, c'est aussi l'approche particulière que François Desraux a de produire ses photos mobiles, pour reprendre votre expression, et le temps qu'il laisse au réel pour monter, pour émerger, qui en ce sens nous me fait beaucoup penser par exemple aux travaux, aux images documentaires de Johannes Danderkirk et d'autres réalisateurs documentaires de ce type. C'est un temps particulier qui laisse justement du temps au réel de se cristalliser sous une forme, et sous une forme de faire des extraits qu'il a montrés. Par rapport à ce que vous dites, par rapport à la question du cadre, du hors-champ et nécessaire des coupes, je ne peux pas m'empêcher de penser aussi à la réflexion des New Topographics dans les années 70 aux États-Unis, et notamment la réflexion de Maurice Bowles qui disait quand vous vous apprêtez à faire une photographie, retournez-vous, photographiez ce qu'il y a derrière. Et une façon, peut-être une façon ironique comme ça de parler de photographie, mais qui rend très justement compte de cette question de la capacité à saisir, de vouloir synthétiser l'ensemble du réel à l'intérieur de ce cadre. François, est-ce qu'il y a une dimension qui me semble importante à souligner dans ton travail, c'est la question du déplacement et l'observation que tu as de notre monde globalisé, puisque je ne sais pas si vous l'avez perçu dans cette projection, on a, mine de rien, en une demi-heure, on a fait du chemin. On était à Montluçon, on était à Firozabad, on était à Hangzhou, on était pas loin de Kaboul, me semble-t-il. Enfin, on s'est pas mal baladé. Et cette question du déplacement me semble assez fondamentale dans le travail de François Desraux. Elle est justement un enjeu d'activation, me semble-t-il, pour toi. C'est-à-dire que c'est le déplacement et l'immersion dans un site qui génère, active et met en branle un principe d'alerte visuelle et formelle. J'ai bien aimé quand Jean-Christophe a parlé d'indices, parce que en fait, je fonctionne un peu comme ça, c'est-à-dire que, disons que je ne travaille pas sur des projets précis, je laisse advenir comme ça beaucoup de hasard, et en fait le temps aussi, c'est-à-dire que ce sont des choses des déplacements et des photographies ou des relevés divers, ça peut être des notes écrites aussi que j'accumule au fur et à mesure des années, et qui à un moment donné se greffent, viennent à se rencontrer, et ça peut être des choses observées je sais pas, en Amérique du Sud, un événement, alors ça peut être une note vidéo ou une note photographique, ou alors un prélèvement de matière, un fragment emporté dans ma valise ou dans un sac, et que je vais déposer à un moment donné comme ça dans un lieu qui est à la fois qui est moi, et puis qui a un lieu, voilà, une boîte.
et dans laquelle je vais laisser comme ça les choses rentrer. Et puis à un moment donné, ce qui m'intéresse, c'est de montrer comment un monde se construit, comment notre monde, comme ça, justement, il y a des choses qui ne sont pas évidentes comme ça tout de suite, quoi. Et à un moment donné, moi je suis fasciné de voir qu'il y a des événements comme ça que j'ai observés, je sais pas, ça peut être à Toubourt à un moment donné, et je le regarde depuis. Donc, de temps en temps, j'ouvre un tiroir comme ça et je le vois au fond du tiroir de temps en temps, et puis j'ouvre un autre tiroir, et puis à un moment donné, 10 ans, 15 ans après, il se passe quelque chose, quoi. C'est profondément, pour moi, c'est là où je trouve du plaisir, quoi, personnel, et c'est pour ça que je travaille, en fait, je fais ce travail d'artiste, quoi, parce que c'est là où je regarde ça comme s'il y a un côté magique, quoi, enfin. Et aussi politique, parce que dans tout mon travail, il y a quand même de plus en plus. Voilà, c'est ce qui fait que je suis sorti avec la photographie de l'or aussi à un moment donné, et que je me suis. Parce que c'est un outil qui permet aussi de questionner le monde et le monde dans lequel on vit, quoi. Et je sais pas, j'ai trouvé cet outil. Enfin, il me semble que il est très pratique pour ça, quoi. Et je ne peux pas m'imaginer aujourd'hui un travail, en tout cas en atelier, de sédentaire. Pour moi, c'est pas possible, mais je comprends pour d'autres ça le soit. Enfin voilà, je sais pas du tout, je me suis écarté un peu de. Non, c'est très juste, et effectivement, il me semble important de souligner la façon dont le film prend une place aussi de plus en plus importante dans ton travail, et cette dimension politique liée au témoignage à travers les rencontres que tu fais à l'occasion de tes voyages. Alors je sais, on ne va pas déflorer ici le projet autour de Firozabad, donc vous aurez la primeur d'être, vous serez les premiers spectateurs de ce projet en janvier prochain, je crois. Mais j'ai été assez frappé justement par l'intensité du regard que tu portes sur cette ville absolument incroyable, ville usine, en même temps ville décor, et les ouvriers qui travaillent dans des conditions absolument dantesques pour produire ces bracelets en verre destinés aux femmes indiennes. C'est vrai que cette dimension politique, elle est manifeste, elle est là déjà dans le premier film, le film que tu nous as montré, et elle est aussi là dans le dernier, dans cette torchère qui est aussi un moment de sculpture éphémère absolument inouïe, mais qui en dit long aussi sur la façon dont le pétrole brûle littéralement les paysages, enfin en tous les cas symboliquement son image, puisqu'elle le fait disparaître. Sur ces questions liées à la représentation politique et à la façon dont on peut l'observer et lui donner une réalité, comment s'opère chez toi, pardon, ce passage entre ces observations formelles et le travail de sculpteur, par exemple. Est-ce que des images ont donné naissance à des sculptures? Est-ce que tu veux nous parler, par exemple, de ce qui semble être une vue aérienne en relief? Ouais, c'est compliqué, je vais dire un truc, là, je ne sais pas si je réponds de façon détournée, mais quand on parlait tout à l'heure de la photographie, l'empreinte, de la lumière, tout ça, mais moi, il y a un truc qui m'obsède, c'est l'environnement, enfin le paysage. Pour moi, c'est une empreinte et s'y dépose toutes sortes de choses, quoi. C'est à partir du moment où vous avez quitté cette pièce, il y a une empreinte, il y a quelque chose qui, enfin, c'est un truc qui me, comment on laisse à chaque fois qu'on se déplace quelque part, on laisse des traces, quoi. Et en fait, c'est comme si le monde était enregistré constamment. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça m'obsède. Et c'est pour ça que, en fait, je ne peux pas m'empêcher, enfin, pour moi, de vivre comme ça, parce que c'est un style de vie aussi. Enfin, artiste, quand on dit. Moi, j'adore
Ouais, des fois, je me dis, ces milliers de chambres d'hôtel depuis des années, des fois, de ne pas savoir ce qu'on vient faire, d'être. Mais cette maladie, c'est une maladie, quoi, de vouloir observer, mais en même temps, être en retrait des choses comme ça, et surtout sortir de notre club, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans un club ici. Ok. Non, je ne suis pas d'accord avec l'expression de club. Enfin, on ne sait plus, parce que si on ouvrait la tête de chacun d'entre nous, on verrait que c'est autre chose qu'un club quand même. C'est une pelote, quoi, de choses qui partent dans tous les sens. Et ce qui, bon, c'est bien qu'il y ait comment dire, des moments comme ça où justement la façon d'être ensemble ne donne pas consistance à un club. Et je crois que c'est un peu le cas. Aujourd'hui, je ne ressens pas. Le club, après c'est la secte, après la chapelle. Donc je crois qu'on ne soit pas là-dedans. Mais je voudrais intervenir sur la dimension politique, parce que justement, ça peut peut-être apparaître un petit peu hasardeux ou spécieux presque de parler de dimension politique au motif qu'il y a des images du réel, qu'il y a une torchère, qu'il y a des choses comme ça. Et simplement, c'est justement, on a été saturé d'images politiques, alors là, ultra intentionnelles, qu'elles relèvent de la propagande ou qu'elles relèvent d'un désir qui venait avec ce qu'on appelait la photo humaniste, par exemple, et tout ça, où il était bien clair qu'il fallait faire comprendre que. Et justement, la sensibilité politique qui me semble la plus juste, c'est celle qui, justement, s'ouvre à cette notion de déposition très lente. C'est-à-dire que, finalement, tout finit par être enregistré. Nous, on n'a pas tous les capteurs. On en a quelques-uns, et on en a un formidable qui est justement l'appareil photographique pris dans le sens générique. Il est largement insuffisant, mais il a créé une ouverture absolument incroyable. Et c'est très compliqué, cette notion de déposition, parce que c'est pas mystique du tout. C'est une sensation physique que l'on a dans certains endroits, dans des endroits par exemple où l'histoire a été particulièrement dramatique. Officiellement, ou devant les yeux, il n'y a aucune trace avérée du drame. Il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas, ça a eu lieu il y a longtemps, etc. Et ça m'a frappé je peux citer à bien des reprises, mais je peux citer deux cas. Une fois, c'était en Russie, dans la forêt, à environ 80 km de Saint-Pétersbourg, chez des amis. Il y avait une petite datcha là. Et vous savez qu'à la belle saison, il y a cette lumière extraordinaire, des nuits d'été, qu'on appelle la lumière blanche, les nuits blanches. Et c'est une qualité de lumière qui est comme un crépuscule de longue durée. Mais ce n'est pas tout à fait la même qualité lumineuse que celle des crépuscules qu'on connaît ici. C'est une autre forme, comme ça, avec l'idée d'une extraordinaire élongation, d'une dilatation du temps, qui correspond évidemment d'ailleurs à un espace singulièrement dilaté, puisqu'en Russie on a le sentiment physique de l'immensité continentale. Et en même temps, cette promenade était donc dans cette lumière, et puis il y avait quelque chose qui me frappait, comme on ne sait pas quoi. On ne peut pas lui donner de nom, c'est ni une onde, ni une présence, surtout pas une présence. Peut-être que ça ressemblerait plus à une absence, comme si quelqu'un n'était plus là, quelqu'un qu'on n'a jamais connu qui n'est plus là, et on sent qu'il n'est pas là, des choses comme ça. Et puis je fais part à l'ami russe qui était là de ce sentiment un peu, et il m'explique qu'on est en fait sur la route, et l'unique petite route qui a servi à alimenter Saint-Pétersbourg, qui s'appelait alors Leningrad, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a un cordon ombilical qui a permis que tout le monde ne meure pas de faim en gros. Parce que quand même, des centaines de milliers de personnes sont mortes, nombreuses de faim, pendant le siège de Leningrad par les armées nazies. Et puis donc sur cette route qui s'appelle la route de la vie, voilà. Et à l'endroit où on était précisément, il y avait eu une maison. Les parents étaient mobilisés dans l'effort de guerre, et cette maison était tenue par des enfants.
un peu comme brusquement une dimension de conte russe, hein, un petit garçon, une petite fille, pas 4-5 ans évidemment, ils avaient déjà presque des adolescents, et ils étaient là, et pendant un certain temps, ils ont plu. Et puis le bois de la maison a été réquisitionné par les armées, ils ont été mis en orphelinat, etc. Et tout ça, c'était là, et il n'y avait plus rien. Mais c'est la sensation que j'avais eue, que je n'étais pas seul à avoir eue, on était deux, trois, source de... Voilà. Et qui a déclenché ce récit. Et évidemment, pour moi, je pense que devant cela, on peut évidemment enclencher quelque chose comme un récit que j'essaie de faire là, que j'ai essayé de faire une fois par écrit. C'était peut-être un peu mieux que là, mais pas terrible non plus, à mon avis. Mais la photographie ou le film, par rapport à ça, il va à mon avis, se donner la capacité de capter ça. Et il y a une phrase absolument magnifique qui est de James Hadji, au moment où il travaillait justement avec Walker Evans, donc pour faire ce livre exceptionnel, qui est peut-être la plus belle collaboration qu'il y a eu entre écriture et photographie jusqu'à présent. Donc nous, maintenant, les grands hommes, le travail qu'ils ont fait donc, sur les pauvres du sud des États-Unis au moment de la Grande Dépression, et il parle, lui, Hadji, de la radiation cruelle de ce qui est. La radiation cruelle de ce qui est. Phrase absolument extraordinaire. Et il dit justement qu'il est envieux de son camarade, de son ami Walker Evans, parce que lui, il est directement, il travaille avec ou dans cette radiation, et que les mots sont, à son avis, un peu en retard, quelle que soit d'ailleurs l'extraordinaire qualité de son écriture à lui aussi. Voilà. Et puis je l'ai éprouvé à d'autres moments, je l'ai éprouvé en écrivant le livre qui s'appelle justement Le dépaysement, évidemment, et c'est presque plus limpide, plus facile. Je l'ai éprouvé, vous savez quand même près de 100 ans qu'elle est finie, la guerre de 14, mais il y a quand même des dizaines et des dizaines de milliers d'hectares encore où on ne peut pas pénétrer sans avoir le sentiment que quelque chose de totalement abasourdissant s'est produit. Et que c'est le paysage qui le dit, c'est le paysage qui le produit. Et après, c'est pas facile à raconter et c'est pas facile à photographier. Mais c'est là justement, c'est dans cette dimension-là, je crois, presque à la limite du non intentionnel, que se déploie justement la force politique des images, à mon avis. François ? Oui, moi, c'est vrai que j'ai lu ce passage qu'a écrit Verdun. Je me souviens, enfin ça me parlait beaucoup parce que, en fait, moi, devant des paysages comme ça, on se sent toujours justement un peu démuni, quoi. Comment rendre compte de cette expérience, parce qu'il s'agit d'une expérience à chaque fois d'aller mettre ses pieds dans des endroits comme ça. C'est-à-dire que ce que j'aime bien dans enfin, il y a des rencontres aussi. Il y a le paysage, il y a les trous dans le paysage, et puis il y a les rencontres, il y a tout ce qu'on peut supposer qu'il y a eu, il y a ce qu'il y a aujourd'hui. Enfin bon, il y a tout ce champ d'expérience qui pour moi est un peu de challenge aujourd'hui. Je sais pas, quand je fais une installation, je pense ça comme ça, c'est de rendre compte de cette expérience que j'ai pu avoir par rapport à, par exemple, si j'étais allé à Verdun, je ne suis jamais allé. Si j'étais allé à Berlin, peut-être que j'aurais eu envie de faire après une installation d'après ça, donc il y aurait eu du son, certainement, parce que le son est plus important dans mon travail. Bon, je travaille avec des fragments comme ça, et que j'essaie d'agencer, quoi. Mais c'est vrai que la photographie n'est qu'une partie de mon travail, quoi. Faut pas l'oublier, quoi. Effectivement, c'est peut-être l'accumulation des productions qui permettent de rentrer dans cette stratification des situations sédimentaires qu'on constate devant des paysages comme ceux dont vous venez de parler, Jean-Christophe. Peut-être est-il le moment d'avoir un temps d'échange avec des personnes de la salle. Je ne sais pas si certains d'entre vous souhaitent intervenir, ont des questions en direction de Jean-Christophe ou de François. Je crois qu'un micro est à votre disposition. Est-ce qu'il y a des... Ah, personne. En quoi le travail de Depardieu est différent de celui de Evans ou Hadji? En quoi le travail de Depardieu
paraît moins intéressant que celui de Hatchett ou de Walker Evans. C'est des photos documentaires, c'est de la photo documentaire, mais qui ne parle pas du même lieu, mais c'est quand même de la photo documentaire, non? Chez votre avis, moi, je ne tiens pas du tout à parler de ça très longtemps. Ah, bon. Mais non, mais c'est parce qu'à chaque fois, non, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Parce que si je ne veux pas parler d'Adjé là, c'est encore un autre presque sujet. Mais Walker Evans, justement, il y a justement cette phrase que je viens de vous dire, qu'a dit son ami James Hadji, la radiation cruelle de ce qu'il est. Il y a une position parfois vraiment ultra documentaire, même lorsqu'il documente les façades des petites maisons, d'une façon presque systématique, parce que le catalogue irait plutôt d'ailleurs vers des photographes aujourd'hui, comme les Bécher, qui ont photographié Léo Fourneau, etc. Quelque chose qui est de cette nature. Et puis disons, il y a quelque chose qui va avec le portrait, avec les lieux, devant les lieux, de quels qu'ils soient, et pas forcément la photo de la Grande Dépression, ça peut être des photos, par exemple, il y a un petit livre de lui qui n'est pas très connu, mais sur la Floride, qui est pour moi un livre absolument magnifique, où il y a une manière d'être devant le paysage que je trouve, comment dire, désarmé. Voilà, désarmé. Comme si, bon, bien sûr, pour photographier, il faut être comme ça, on ne peut pas être les bras ballants. Et on a presque l'impression qu'il est attentif et épaté et désarmé à la fois. On a des choses comme ça. Et que donc, il y a une sorte de... ce qui donne par-delà l'aspect documentaire, une puissance romanesque à sa photographie extraordinaire. Romanesque au sens où on a utilisé le mot roman au tout début de la séance. En ce qui concerne le photographe Raymond Depardon, personnellement, je dirais que c'est en effet un peu pareil, mais justement que c'est beaucoup plus intentionnel, beaucoup plus narratif et beaucoup plus cadré et beaucoup plus, disons, classique dans la mesure où on repère presque des personnages, des faits coutumiers, des nostalgies, des choses comme ça. Voilà. Mais c'est pas une question de goût, on pourrait le développer, mais j'ai pas envie de le développer beaucoup plus que ça. Et je n'ai pas d'hostilité à cette photographie-là. Comme je n'ai pas vraiment d'hostilité envers ce qu'on a appelé la photo humaniste, etc. Mais il me semble que c'est un type de regard qui est un petit peu, comment dire, sticky, collant un peu. Bonjour, merci. Je voulais juste vous demander, vous avez entrecoupé votre présentation par des mots-clés point, surface, R. Et j'aimerais juste, si ça vous dérange pas, m'expliquer un petit peu. C'est pas que j'ai pas compris, mais... Non, c'était des repères voilà, pour moi visuels, parce que c'est des titres de... Enfin, en fait, tout ça, c'est des extraits. Il y a même, parfois, R, c'est le titre d'un nouveau film qui va sortir. C'est un film de 60 minutes, 54 minutes, qui sortira en janvier 2013. Et c'est vraiment deux petits extraits. Mais là, c'était des titres des films. C'est un repère, mais c'est quand même des titres. Parce que j'ai bien aimé le fait que vous avez amené des images avec des photos mobiles. C'était très intéressant. Et j'ai trouvé que les mots, en fait, enlevés, vu qu'ils amenaient avec leur connotation tellement d'autres mots, et ça permettait de diminuer un peu l'impact de ce millefeuille de photos et de photos mobiles. C'était très intéressant. Merci. Oui, il y a une chose que je voudrais dire, c'est que il y a un truc très... Par exemple, quand je me déplace, c'est assez rare, parce que je travaille avec un appareil photo, par exemple, quand je me déplace, et puis en même temps une caméra. Sur les mêmes lieux, des fois j'éprouve soit des fois je fais le choix de faire qu'une image fixe, une photographie,
Puis par moment, effectivement, par les manques par moment, je fais aussi un fragment de vidéo, quoi. Ça dépend des. Donc, et puis c'est toujours, voilà, il y a cette notion de manque qui est toujours là et de quelque chose qui de toute façon. Enfin, il y a l'image aussi du monde dans lequel on vit, quoi. C'est-à-dire que voilà, on fait plus comme je disais, je fais pas des œuvres, quoi. Je suis pas en train de. C'est pour ça que la photographie posée, enfin, vous voyez, avec ça m'intéresse pas trop, quoi. Là, c'est de la photographie qui est faite de façon très légère. C'est vrai qu'en soi, il y a toute une partie de la photographie, même qui se fait aujourd'hui, qui m'intéresse pas trop, parce qu'elle est trop... elle est presque pompier, je sais pas comment dire. Ouais. On en revient, je fais juste un insert, on en revient à la question de l'intentionnalité dont vous parliez tout à l'heure, Jean-Christophe, et effectivement il y a une énorme différence entre l'absence d'intentionnalité artistique chez un certain nombre de photographes que vous avez cités et en l'occurrence le travail de Pardon, et ça c'est sans hiérarchie et sans jugement de valeur. La question de Eugène Adjet est pour ça un exemple manifeste. Hein. C'est quelqu'un qui produisait des documents et qui revendiquait ça comme tel. Ce sont les surréalistes qui tout à coup portent un regard sur lui et l'ont élevé au rang d'artiste. Et la photographie, c'est aussi ça. C'est une masse d'objets inframinces, comme vous le disiez, qui à tout moment peuvent être saisis par une époque, une personne et changer soudainement sans changer soudainement de statut sous l'effet de l'espace dans lequel elle va se retrouver diffusée, que ce soit un objet, un livre, un musée. Et c'est la même chose quand Roy Stryker demande à Walker Evans de venir documenter la grande crise. On n'est pas dans une intentionnalité au départ qui avait des velléités artistiques, on est dans un autre projet. Et cette question des intentionnalités, elle est essentielle dans la question de la photographie, parce que la photographie elle ne véhicule pas le contexte dans lequel elle apparaît, contrairement aux œuvres, si on la compare à des œuvres iconographiques, c'est simplement un objet bidimensionnel qui parfois peut se retrouver, trouver une tridimensionnalité puissante pour pouvoir supporter les espaces des musées et parfois jouer un jeu inverse de disparition. Et je me rappelle un très passionnant catalogue d'exposition qui avait été fait à Chicago, où c'est photographie, art, médias, industrie, qui travaillait justement cette situation relativement complexe et insaisissable, enfin, pas rentrer dans la façon dont elle est aussi un acteur de la construction du mythe américain par les Watkins et Sullivan, c'est un autre débat. Mais je pense que c'est une des choses moi, qui m'intéresse et que je trouve assez passionnante dans l'observation de la photographie des sculpteurs, c'est que précisément il n'y a pas d'intentionnalité. Il n'y a pas d'ambition d'œuvre autour de la production photographique. Il y a une ambition qui vise à créer un corpus dans lequel, qui entre fortement en résonance avec le réel et le propre travail, mais c'est un corpus en mouvement. C'est une situation qui sans cesse a une puissante plasticité et une capacité à se trouver réifiée, modifiée dans des contextes extraordinairement différents. Et on n'est pas dans un rapport fétichisant ou iconophile, pour essayer de trouver un mot qui pourrait porter cette attention. Et je trouve que du coup, ça donne un statut assez insaisissable à ces objets photographiques et que je les trouve, pour là, justement, tout à fait passionnants. J'avais une question pour François Guéraud. Concernant son choix de présenter les images de son travail sans commentaire d'ordre verbal. Je voulais savoir pourquoi, je suis là. Je voulais savoir pourquoi vous avez choisi de présenter votre travail justement sans aucun commentaire parlé. Ce qui est un choix tout à fait intéressant, mais je voulais savoir pourquoi, ce qui l'a motivé. C'est une bonne question. Je suis aussi en train de me demander pourquoi j'ai décidé ça comme ça, mais c'est une expérience que d'habitude je parle beaucoup. Je me suis aperçu que ça pouvait être beaucoup mieux comme ça. Parce que
pour l'occasion, en tout cas, parce que j'étais invité avec Jean-Christophe Bailly. Et j'avoue que j'avais très peu lu de ses livres, et que depuis un mois, je me suis collé plusieurs livres de lui. Non, parce que non, j'ai passé un très bon moment, au contraire. Et je dois dire qu'il y a un livre qui m'a particulièrement beaucoup intéressé, dont on n'a pas parlé ce soir, qui est Phèdre en Inde. Je crois qu'il a écrit. Tu l'as écrit en 86 ou 86 C'est un journal, Le Bord, que j'ai lu, c'était 89-90. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce livre, c'était le rapport aussi à la traduction, au déplacement. Il m'en parlerait beaucoup mieux que moi, mais c'est une chose que de transposer, de déplacer Phèdre en Inde et de le faire jouer là-bas, c'était un peu, comment dire, mais c'est une des choses c'est au centre de mes préoccupations. C'est comment, quand je prends quelque chose quelque part, je le transporte ailleurs. C'est ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui dans ma recherche. Une autre question? Pour suivre un petit peu, moi il y a un mot qui m'est venu sans cesse en regardant ce que tu montrais, et puis je connais ton travail, c'est cet ailleurs. En fait, moi je m'interroge beaucoup sur, je me dis tiens, qu'est-ce qui te pousse ailleurs ou qu'est-ce qui t'attire? Je ne peux pas qualifier, je ne peux pas choisir un mot plus qu'un autre, pousser ou attirer. Mais bon, il y a toujours la présence de cet ailleurs là, qui est extrêmement fort. Tout à l'heure, en introduction, on parlait d'artistes, peut-être dans le texte, d'artistes voyageurs, je ne sais pas comment ça résonne pour toi en fait. Déjà, j'ai horreur d'artistes voyageurs. Donc c'est des étiquettes qu'on veut poser aujourd'hui à tout le monde, artiste voyageur, artiste écrivain, artiste philosophe, enfin bon, ça ne veut rien dire, quoi. Donc je préfère ça de on a posé cette étiquette. En fait, je crois que c'est profondément, ça pourrait se passer ailleurs. Chez moi, il se passe comme ça, quoi. Il se passe que, mais c'est toujours passé comme ça. Donc, ça fait partie de. Je suis né comme ça, un peu, disons que zigane artiste, ça pourrait être un peu mieux. J'ai besoin d'aller comme ça dans d'autres cultures, mais ça pourrait être très bien, on pourrait faire la même chose en restant à Paris. Et il s'avère que, ce serait certainement quand même un peu différent. Mais pour moi, c'est une façon de réfléchir, quoi. Le monde, à part de photographie, de réfléchir. Et, je ne peux pas faire autrement. C'est vraiment une façon de vivre, une façon de penser, de bouger. Ça se passe comme ça. Et ça pourrait très bien se passer complètement autrement. Je ne peux pas dire autre chose. Mais il est clair, ce qui semble clair, c'est que tu n'es pas un artiste programmatique. Tu n'écris pas un scénario dans ton studio, dans ton atelier, pour après le mettre à exécution ailleurs. C'est le déplacement qui est générateur d'une suractivation du regard. Voilà. Et c'est le déplacement qui met littéralement en branle la machine et suscite un état d'alerte, d'attention, et génère des rencontres, et qui est une sorte de... Il y a aussi une chose très importante, c'est j'adore ne rien comprendre. Donc comme je parle aucune langue, à peine le français, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour voir des choses que peut-être pas évidentes à voir, en tout cas pour tout le monde. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que j'arrive à... Il y a des choses que le fait de ne pas comprendre la langue me permet de voir des choses, quoi. Et le fait d'aller effectivement, de partir ailleurs comme ça, d'être dans un état un peu bizarre, je sais pas, c'est un état que j'ai façon de vivre, encore une fois, un peu comme parfois ça ressemble un peu à
être dans un aquarium et regarder au travers de la vitre, ouvrir la bouche un peu pour quand on me donne à manger. Mais voilà, ça m'intéresse beaucoup, cet état. Et peut-être Jean-Christophe, il a des choses à dire. Sur les aquariums. Par rapport à la loi d'entraînement, pour les aquariums, il faut être un poisson dans un aquarium. Plutôt que... Ben, c'est un rapport au langage, c'est-à-dire que je ne sais pas ni écrire ni parler. Donc, si je peux me permettre, ça me rappelle. C'est compliqué parce que, c'est comme souvent d'ailleurs, les deux extrêmes sont très bien. Je me souviens, il y avait un merveilleux artiste japonais qui est un peu oublié maintenant, qui vivait à Paris, qui s'appelait Tetsumi Kudo. Il ne parlait pas français, et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit « Good for concentration ». Bon, et c'était formidable. C'était formidable. Mais en même temps, à la seconde où j'admire ça, je suis jaloux de quelqu'un qui est capable de parler 25 langues. Et qu'il ne faut pas croire qu'on comprend parce qu'on comprend. Et il ne faut pas croire qu'on comprend parce qu'on ne comprend pas. C'est beaucoup plus, effrité que ça, justement. je comprends, je ne prétends pas comprendre. Oui, non, c'est pas... Non. Bon, c'est un langage... voilà. Non, ce qui est de traduction. Ce qui est intéressant, c'est que Jean-Christophe n'est pas du tout d'accord. Alors, moi, j'aime bien. Il va s'en expliquer peut-être. Mais non, mais ça, c'est une façon encore une fois, de travailler, quoi. Donc, c'est un peu difficile d'en parler là maintenant parce que c'est vraiment une façon que j'ai à moi de faire ce travail et de vivre, quoi. Donc je pense que Jean-Christophe lui est écrivain et tout, donc ça choque un peu ce que je suis en train de dire. Moi non, pas du tout. Donc, par contre, effectivement, il faut se garder de raccourcis. Quand même, sur les écrivains, je voudrais les défendre. On en a quand même, parce qu'il y avait la célèbre phrase de Flaubert qui dit « On ne peut écrire et penser qu'assis ». Et Nietzsche fait ce commentaire, il cite cette phrase de Flaubert et il dit « Je te tiens, cul de plomb ». Voilà. Et ça c'est très bien. Hein, et Nietzsche et beaucoup d'autres, ils pensaient que la pensée venait en marchant. Hein. Mais bon, tout ça, c'est un peu des polémiques qui n'ont pas de grand intérêt à être montées. Ce qui est intéressant, c'est au fond de voir, et c'est dans cette mesure que tu parles, ou vous parlez, c'est-à-dire d'essayer d'approcher le plus précisément possible ce qui serait une méthode. Pas une méthode pour faire ceci, ou pour comprendre ceci, ou pour ne pas comprendre cela, mais une méthode pour soi-même, une méthode pour avancer dans ce qu'on a décidé de faire comme travail. Et là, il n'y a pas de règle générale, il n'y a que des comment dirais-je, des récits intérieurs, et puis les comprendre soi-même, ça prend du temps, et après les définir, et justement, avant même qu'on se réunisse, etc., j'ai été très sensible au fait que quand je te demandais si tu avais, où tu habitais, tu n'as pas voulu répondre, parce qu'en fait, tu penses que tu n'habites que dans le mouvement, et que voilà, il y a d'autres artistes qui peuvent être très sédentaires, et c'est une autre façon de fonctionner. Mais il va de soi que pour la question qui est celle de la séance, qui est celle du paysage, il me semble, le fait de s'y promener, le fait de s'y glisser, le fait de le laisser glisser devant soi, le fait de prélever à tel ou tel moment, et de rester dans une logique de la notation, c'est que plus que de l'œuvre, il me semble que c'est quelque chose qui caractériserait
une grande partie de la sensibilité artistique d'aujourd'hui, il me semble qu'on peut dire ça. Et que, mais en effet, on voit à quelle vitesse la manie d'étiqueter, la manie de caser s'impose. Les fameux écrivains voyageurs, maintenant il va y avoir les artistes voyageurs, etc. Et c'est pas du tout une question de décalage, c'est pas une question d'hédonisme, c'est pas une question de gastronomie. Le monde n'est pas là pour qu'on suce des petits os pour savoir si on goût. Hein. C'est pas des choses qui sont liées, c'est étrange, c'est pas lié, je pense, à des pulsions de bonheur. C'est autre chose. J'étais un peu choqué par l'expression tous les sens. J'ai jamais dit ça en tout cas. Non, pas vous. C'était la dame. Non, là ça devenait un peu, comment dire, romantique. Non, pas romantique. Non, mais excuse-moi. Est-ce qu'il y a d'autres... Mais là, je sais pas, je pense à des livres, La promenade que tout le monde connaît de Robert Balsam, par rapport au paysage. Mais moi j'ai été frappé quand on a fait la visite de ton atelier, c'est de voir comment effectivement ce mode de relation réelle tout à fait empirique et subjectif finit par, au bout du compte, par l'accumulation des objets et la fabrication même des objets finit par produire une compréhension de plus en plus fine et aiguë du monde et du coup génère une représentation nouvelle. Comment à un moment donné, c'est une nouvelle iconographie, une nouvelle relation justement au paysage aussi qui apparaît sous l'effet de cette compréhension du monde amenée par un cheminement empirique et non programmatique. C'est plutôt assez, ce qui augure aussi de nouveaux développements dans ton travail. Enfin, c'était perceptible sur les travaux les plus récents. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle avant qu'on termine cette séance ? En fait, j'aimerais revenir sur la notion d'intention dans la photo. Parce que vous avez l'air de dire qu'il n'y a aucune intention. Alors, est-ce qu'il y a simplement un aspect contemplatif que vous voulez exposer, ou est-ce que vous avez quand même l'envie de montrer quelque chose d'avoir, puisqu'il y a une dimension sommatique, quand même politique, comme vous disiez, est-ce que vous avez quand même dans vos photos une envie une dimension d'intention de montrer quelque chose? C'est toi qui as parlé de non intentionnel. Oui, enfin bon, j'avais oublié tout à l'heure, je vais vous dire, c'est un autre artiste, ça tombait pas. Voilà, ça va peut-être vous répondre, c'est-à-dire, très précisément d'ailleurs, c'est-à-dire que le désir de la pulsion, la volonté, peut-être le mot le plus juste, la volonté d'être artiste, la volonté de créer quelque chose, la volonté de fabriquer quelque chose, elle est indéniable. Et c'est elle qui nous tient, c'est elle qui le tient, c'est elle qui tient l'artiste que je vais citer là. Mais le non intentionnel, c'est pas par rapport à ça. C'est quand on est devant, on est au travail justement, il faut avoir autre chose à faire que d'être cette stricte et pure volonté. C'est un vrai problème qui a pu avoir des nouages extrêmement dramatiques. C'est pas l'histoire de la page blanche et ces conneries-là. C'est des choses où le choix du mot juste ou de l'instant décisif. C'est pas du tout des choses comme ça. Ce sont des choses qui font que il faut se mettre à disposition de ce devant quoi on est. Il faut laisser faire ce devant quoi on est. Et très souvent, d'ailleurs, pour des choses qui ont une longueur, je pense que ça doit être pareil pour les montages d'images, mais vraiment pour un livre, au bout d'un moment, c'est pas l'auteur qui décide, c'est le livre. Il faut le laisser faire, il faut le laisser travailler. C'est des choses comme ça. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, c'était pour faire un raccord avec l'histoire sur la lumière, la photographie, tout ce que j'essaie de raconter au début sur la photographie. Mais donc ce photographe dont je vais parler, c'est un photographe
que je trouve admirable, qui est plus classique, si on veut dire, c'est de la photographie noir et blanc, etc., qui n'était pas du tout dans le courant de la photo humaniste, qui est quelqu'un d'extraordinairement solitaire, qui s'appelle Marc Trévier, qui vit en Belgique, et ça je voulais vous lire, parce que ça me semble illustrer très précisément le fait que quelque chose lui arrive, qu'il n'a absolument pas cherché, qu'il n'a pas prévu, et elle lui arrive. Et en même temps, sa volonté, ça va être qu'elle lui arrive à nouveau. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Donc voilà, ça va être beaucoup plus clair quand je vais lire, c'est pas long. De l'enfance, c'est dans son livre Paradise Lost. De l'enfance, j'ai gardé un souvenir assez précis. J'étais assis au centre d'un bois de sapin et je regardais la lumière à la lisière. Elle avait une intensité, une brillance magnifique. Elle éclaboussait la verdure alentour, lui donnait un aspect de velours. Si je sortais de la sapinière, mes yeux se réétalonnaient. La luminosité de dehors perdait son attrait. Je retournais m'asseoir dans la cathédrale des Corses, mais je n'étais pas très contemplatif et je n'aimais pas être déçu. J'ai voulu faire durer cette lumière, dont je comprenais malhabilement qu'elle était condamnée à s'étouffer, à passer, et j'ai fait des photographies. C'est absolument formidable. Récit, quoi. Une volonté, il dit j'ai voulu. Bon, enfin, peu importe. Merci beaucoup. C'est extrêmement beau de voir tout à coup surgir la figure de Marc Trévier là tout de suite. En mémoire, quantité de ces images, notamment ce très bel portrait de William Burroughs. Bien. Écoutez, merci. Un grand merci à Jean-Christophe Bailly d'avoir accepté de dialoguer avec François Desroses. Et merci à vous deux. Merci beaucoup à la Fléchère, à la Charlie et l'École nationale supérieure de l'architecture. Bonne soirée à tous et puis rendez-vous pour les prochains débats manèges et surtout rendez-vous pour l'exposition aujourd'hui prochain à la maréchalerie de François Desroses. Bonne soirée à tous. Merci.